Rappelez-vous, il y a 3 ans déjà, nous parlions d'une double disparition qui s'était déroulée dans les Deux-Sèvres. Nous avions évoqué toutes les hypothèses jusqu'à ce que la vérité, aussi sordide soit-elle, éclate au grand jour. On se retrouve juste après ça. Mais avant de se plonger dans les mises à jour de dossiers, je vous retrouve en backstage. Donc là, on est dans les coulisses. Et vous le savez, enfin je sais pas si vous le savez parce que j'en parle beaucoup sur ma chaîne secondaire, les coulisses de Marine B. Je passe un temps fou, même beaucoup trop longtemps, assise sur cette chaise. Certains qui travaillent à la maison, vous avez la même problématique. Quand on est assis, on n'aime pas être serré dans nos vêtements. Et moi, ces dernières années, j'ai pris un petit peu de kilos. J'ose plus mettre de jeans. Et aujourd'hui, j'en ai l'occasion puisque cette vidéo est en partenariat avec la marque Alara et j'en suis très heureuse. Sachez que j'utilise cette marque depuis que j'ai reçu les produits depuis environ 1 mois maintenant et presque tous les jours je porte un produit. Ça c'est un produit Alara et je me sens super bien dedans. Mais je vais surtout vous présenter les jeans de la collection Alara Flex. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, vous savez, je les porte presque tous les jours maintenant. Là je vais vous présenter un de mes jeans Alara Flex préférés. C'est un taille basse et je peux vous dire que ma mère quand elle l'a vu, elle m'a demandé le même. Donc c'est son cadeau de Noël. Donc voilà comment il se présente. Vraiment, je me sens vraiment bien dedans. D'ailleurs j'ai même fait du patinage dedans la dernière fois avec. Il me convient parfaitement. Là par exemple je fais 1m78 et je taille du 40. C'est super élastique, il est super confortable comme je vous le disais. Et voilà l'autre jean que je vous présente, que j'aime beaucoup également. Je suis libre de mes mouvements, c'est super aérien. Il y a en plus du coton pas mal d'élastane, ce qui fait l'élasticité évidemment du produit. Je peux vraiment le mettre avec mes habits de tous les jours. Et vous me connaissez, je vous en parlerai pas si je ne l'avais pas testé et si je n'avais pas approuvé par moi-même. Tellement que je vais me refaire une commande avec mon propre code. Oui parce que, alors j'ai de la chance, j'ai 2 codes différents que je vous mets ici. C'est moins 20% sur tout le site si je me trompe pas et 10 € offerts. En tout cas je vous mets tout ici dans la description et dans le commentaire épinglé. D'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Il s'agit d'un rappel des faits sur l'histoire tragique de Leslie et Kevin, cette double disparition que j'avais évoquée en janvier 2023 ainsi qu'en mars de la même année. Pour vous rappeler les faits, je vais vous repartager les vidéos et je vais vous faire une mise à jour sur tous les nouveaux éléments qui, à mon avis, pour certains, vont vous faire grincer des dents. Il s'agit aujourd'hui d'une double disparition inquiétante d'un très jeune couple. Le couple qui est composé de Leslie Hurlbeck qui a elle 22 ans et de son petit ami qui s'appelle Kevin Trompa qui lui a 21 ans. Les deux sont originaires de Charente-Maritime. Alors la Charente-Maritime c'est un département qui je pense vous parle plus si je parle de la ville que je pense être principale dans ce département qui est La Rochelle, qui se trouve à l'ouest de la France et qui se trouve dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. Les faits par contre eux se passent dans le département voisin, dans le département des Deux-Sèvres et plus précisément autour de la ville de Niort. Donc si on commence à parler de qui étaient Kevin et Leslie, en commençant par Kevin. Kevin, lui, il est décrit comme un jeune homme qui aime bien la nature, il a la passion d'aller se balader, il aime également la pêche et il fait aussi de la chasse. D'ailleurs à côté de chez sa belle-mère à Coulon, qui se trouve dans le Marais Poitevin, qui est un parc
parc naturel régional. Lui, il a l'habitude d'aller pêcher sur sa petite barque à une cabane de pêche pour montrer qu'il aime beaucoup la nature et passer du temps en plein air. On peut également dire que c'est un jeune homme qui a envie de s'en sortir, même si au moment de sa disparition, il est sans emploi, il recherche activement un emploi. Il a également pour projet de passer rapidement son permis et dans l'attente de passer son permis et de l'obtenir, il a acheté un véhicule qui est un van aménagé, plus précisément un vieux Mercedes Sprinter qu'il est en train de retaper. Donc là je vous mets à l'écran une photo du type de véhicule, mais c'est pas le véhicule de Kevin. Par contre lui, c'est un peu compliqué son enfance parce que son père est en prison pour des raisons confidentielles et il a dû un petit peu se débrouiller tout seul. Sa mère n'intervient que très peu dans les médias et ne veut pas parler dans cette disparition. Je pense qu'elle par contre elle doit bien parler aux enquêteurs officiels. Par contre, on a la belle-mère de Kevin, chez qui il va souvent, qui elle intervient souvent dans les médias pour la disparition de Kevin. Et donc, comme il est livré assez tôt à lui-même, il va enchaîner les petits boulots, il va essayer de s'en sortir comme il peut. Notamment, il va travailler sur les marchés. Et son plus grand rêve à lui, c'est de monter sa propre entreprise. Si on parle physiquement pur et dur, il est grand, il mesure entre 1m85 et 1m90, il est de corpulence mince avec des cheveux courts et châtains. Il a également un tatouage sur la main droite et j'ai vu aussi, j'ai l'impression qu'il a une sorte de tatouage sur le cou, mais je veux pas dire de bêtises. Je rajouterai aussi que je pense qu'il est important de remarquer qu'il s'habille souvent avec des marques. Alors j'ai remarqué Lacoste, Gucci, et qu'il porte aussi du Louis Vuitton. D'ailleurs, sa belle-mère Karine a dit dans une interview qu'effectivement, il avait l'habitude de leur faire des cadeaux et notamment, il leur avait ramené des produits de marque Louis Vuitton depuis la Croatie. Pour les traits physiques, je pense aussi qu'il est important de noter, comme c'est très compliqué de repérer quelqu'un juste sur quelques photos, de voir qu'il a les oreilles quand même assez décollé, en tout cas plus décollé on va dire que la moyenne des gens. Donc je dis pas ça pour moquer, pas du tout, tout simplement pour dire que ça peut être un trait physique à remarquer si vous trouvez que quelqu'un ressemble beaucoup à Kevin dans la rue, n'hésitez pas à bien regarder ses oreilles. Maintenant on va passer du côté de Leslie. Leslie, elle est une jeune femme qui est très responsable et qui est très indépendante également. Elle a énormément d'amis et elle adore faire la fête. Elle aime, comme vous pouvez le voir sur les photos, participer à des teufs, à des free parties ou des rave parties et elle est fan de musique électronique. Elle a un look qui est assez reconnaissable, donc elle a un look que je définirais de grunge. Je pense qu'au moment de sa disparition, je vais vous mettre une photo, elle avait le crâne un petit peu rasé à ce niveau-là, avec les cheveux longs au-dessus, elle a une frange noire et on peut la remarquer parce qu'elle a beaucoup de tatouages et de piercings et notamment sur le visage. Elle réside sur la commune d'Aigrefeuille-d'Aunis qui se trouve en Charente-Maritime et elle habite donc dans la même ville que son père Patrick et que sa belle-mère Émilie avec qui elle a une très bonne relation. Elle a également une très bonne relation avec son frère jumeau. Malheureusement, sa maman est décédée. Professionnellement, on peut dire que Leslie s'en sort plutôt pas mal. Elle est peintre plaquiste de formation et elle a depuis peu ouvert sa propre entreprise. Elle est auto-entrepreneur en tant que peintre en bâtiment à son compte et elle possède déjà plusieurs chantiers avec plusieurs clients différents et elle aussi entre les départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Elle se déplace avec son véhicule utilitaire, un Peugeot Partenaire blanc. C'est un véhicule qui est assez grand, donc il y a un coffre assez grand, ce qui lui permet de déplacer beaucoup d'affaires, beaucoup de matériel pour son travail et aussi surtout comme elle se déplace souvent, ses affaires à elle si elle veut dormir chez des amis et pas retourner à chaque fois chez elle. Malgré le fait qu'elle sorte faire la fête avec ses amis, qu'elle sorte très souvent, des fois jusqu'à pas d'heure, elle est très responsable, c'est-à-dire que même si elle s'endort très tard, elle ne va jamais faillir à un rendez-vous, elle va toujours se rendre à un rendez-vous, surtout si c'est pour son travail. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. En plus de ça, elle est très souvent accompagnée de son chien, qui est un staff croisé malinois. Son chien, de ce que j'ai pu voir, a au moins 2 ans, donc je dirais 2 ans et demi, 3 ans, par rapport aux photos qu'elle a postées de son chien sur les réseaux sociaux. Et si je l'ai pas dit, son chien s'appelle Onyx. Pour ce qui est de la vie sentimentale de Leslie, alors tout ce que je peux dire et tout ce que je sais, c'est qu'elle était en couple depuis un petit moment, même plus de 2 ans aussi, avec un homme qu'on appellera M, et ça s'est terminé finalement en juin 2022, donc c'est assez récent.
par rapport à sa nouvelle relation, si on peut dire. C'était une relation plutôt tumultueuse, c'était je t'aime moi non plus, il y avait des hauts, il y avait des bas. Bon voilà, il pouvait apparemment, selon les dires de la famille de Leslie, c'est vrai, pouvoir s'énerver assez rapidement, mais sans plus. Et finalement, Leslie et Kevin se mettent en couple 3 semaines avant leur disparition. Donc c'était un très jeune couple et c'était du coup en octobre 2022. On ne sait pas vraiment les circonstances de leur rencontre. On pense qu'ils se sont rencontrés grâce à des amis ou en soirée. Et bon, même si ça fait très peu de temps, les deux familles ont déjà rencontré l'un et l'autre. Donc c'est-à-dire que la famille de Leslie a déjà rencontré Kevin et d'ailleurs ils n'ont aucun a priori sur Kevin. Quand ils l'ont rencontré, ils trouvent qu'il s'exprime bien, qu'il est poli, qu'il a l'air sympathique même s'il est un peu discret. Et la même chose du côté de la famille de Kevin. D'ailleurs, ils avaient l'habitude de passer là-bas, donc c'est à Coulon, proche de New York, et de laisser quelques affaires pour que ce soit moins compliqué lors de leur déplacement. D'ailleurs, au moment de la disparition de Kevin et de Leslie, ils avaient laissé pas mal d'affaires là-bas, et Kevin a également laissé sa petite chienne de 4 mois, Thaïs. C'est donc dans ce contexte qu'on arrive au week-end de la disparition de Leslie, Kevin et d'Onyx. C'est le week-end du 25, 26 et 27 novembre 2022. Le 25, donc le vendredi 25, je le compte comme dans le week-end parce que c'est là que la soirée va se passer, la fameuse soirée où les deux vont disparaître. Ce week-end, d'après les dires de la belle-mère de Kevin, les deux auraient décidé de partir en amoureux sur Bordeaux. Mais avant ça, ils avaient prévu de passer sur la petite commune de Prague, qui se trouve à une vingtaine de minutes au sud-est de New York. C'est une petite ville où chacun a ses habitudes. Lui avait déjà travaillé là-bas, dans cette petite ville, et elle y avait des connaissances. D'ailleurs, c'est un ami de Leslie, qui s'appelle Tom, qui leur laisse son appartement pour le week-end, pour qu'ils puissent dormir tranquillement. Parce qu'en effet, normalement, il est vrai qu'apparemment, de ce que j'ai pu lire, je prends avec des pincettes parce que je l'ai vu que dans un média, Kevin lui dormirait dans un terrain avec une tente, et donc c'est vrai que c'est pas très pratique, surtout avec l'hiver arrivant, et en plus ce soir-là il faisait aux environs de 5 degrés, donc évidemment Tom leur a laissé sans problème son appartement en leur disant par contre dites-moi quand vous partez, et eux avaient prévu de partir le lendemain de la soirée, donc le samedi 26 novembre 2022. Il est très important de noter que la veille du vendredi 25 novembre, donc la veille de la soirée, Leslie s'était fait faire un nouveau tatouage. Alors il est très reconnaissable, et ça c'est important parce que si Leslie est quelque part dans la nature, elle est très reconnaissable par ce tatouage. C'est son premier tatouage d'ailleurs, je crois, sur son visage. C'est un tatouage sur la joue droite que je vous mets évidemment en photo, avec une fleur qui commence sur l'oreille et qui finit sur le bord de la joue. Et le vendredi matin, elle avait fait quelques achats d'habits, et le soir, ils avaient donc prévu d'aller à une soirée sur Prague, et c'est très proche de là où ils dorment. Apparemment déjà ils ont dormi le jeudi soir, donc chez leur ami Tom, et ils sont censés dormir une deuxième nuit, donc le fameux vendredi 25 novembre. Et ils vont à une soirée qui se trouve juste à côté de chez Tom, qui se trouve même dans la même rue du Four. C'est chez un ami que ça se passe, qui est quadragénaire et qui s'appelle Nicolas. Selon ce qu'il a rapporté de la soirée se passe dans une ambiance conviviale, bon enfant. Il mange une blanquette de veau, ensuite il joue aux jeux vidéo et boit un petit peu de Jet 27, et ça fume un petit peu des cigarettes à côté. Très exceptionnellement, d'habitude Onyx, qui accompagne toujours Leslie en soirée, va rester ce soir-là dans l'appartement de Tom, là où ils sont censés dormir. Il est 2h30, 3h quand la soirée se termine. Nicolas leur propose de rester dormir s'ils ont envie, et eux disent non, on est juste à côté, on va dormir là-bas. Et à partir de là, ils partent de l'appartement, et on n'aura plus aucune nouvelle ni de Leslie, ni de Kevin, et ni d'Onyx. Donc c'est ce qui nous laisse dire et laisse penser qu'ils sont retournés à l'appartement de Tom parce que Onyx était là-bas. Et sachez qu'au niveau de la distance entre les appartements, on est vraiment très proche, c'est à une dizaine de mètres et 40 pas. C'est finalement un peu plus tard que la famille de Leslie va commencer à s'inquiéter. Bon, ils ont l'habitude de pas la voir tout le temps. Leslie, elle fait un peu sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Mais même si elle a l'habitude d'être absente par rapport à son travail ou par rapport tout simplement à son train de vie, elle donne, envoie ou même demande des nouvelles
très souvent, au moins tous les 3 jours, à sa famille. Et là, sa famille n'a plus de nouvelles, n'arrive plus à la contacter. Ils appellent, le portable est éteint, donc il demande des nouvelles à ses proches amis, à sa meilleure amie, personne n'a des nouvelles, et il se rend compte qu'on n'a plus de nouvelles de Kevin non plus. Et là, c'est effectivement très inquiet que du coup, une semaine après la disparition, la belle-mère et le père de Leslie vont à la gendarmerie d'Aigrefeuille-Donny pour déclarer la disparition inquiétante de Leslie. Ils ne pensaient pas que la gendarmerie prendrait rapidement la disparition de ces 2 jeunes majeurs au sérieux, et pourtant dès le lendemain il va y avoir des recherches qui vont être effectuées parce qu'effectivement c'est une disparition prise très au sérieux dès le départ. Dès le lendemain, une enquête est ouverte par le parquet des Deux-Sèvres et est confiée à la gendarmerie de Niort. Et le 7 décembre 2022, la gendarmerie va lancer un appel à témoins par voie de presse et radio pour la disparition inquiétante de Leslie, de Kevin et d'Onyx. On est donc le mercredi 7 décembre 2022. Parallèlement, évidemment, les familles ne cessent d'investiguer de leur côté, elles ne peuvent pas rester sans rien faire, donc ce qu'elles essayent de voir, c'est déjà qui aurait pu avoir des nouvelles, d'appeler tous les proches de Kevin et de Leslie, également de faire des recherches sur place à Praec, à Niort, et c'est là d'ailleurs qu'on va repérer très rapidement la voiture de Leslie, parce qu'en fait elle n'a pas bougé. Leslie s'est égarée dans la rue de l'appartement de Tom et de l'appartement de Nicolas, et effectivement la voiture n'a pas bougé, elle est restée là. Cette voiture va être immédiatement mise sous scellé par les gendarmes et ils vont faire leurs investigations dedans avant d'être enlevée et d'être saisie. De même, la voiture, vous savez, le van aménagé de Kevin a été retrouvé à Coulon, donc là où il l'avait laissé, devant chez sa belle-mère, et là aussi il va y avoir des investigations faites dedans et mises sous scellé. Et comme la voiture est égarée pas très loin, vous savez, du lieu où Kevin va pêcher, il y a eu des investigations qui ont été faites au niveau de ce lieu-là, dans les temps également, il y a des plongeurs qui vont être amenés et malheureusement ça ne va rien donner. On commence de plus en plus à en parler au niveau des médias, ça commence à faire parler au niveau de Facebook, de Twitter, mais également au niveau de la télévision et dans les journaux. Évidemment, les équipes cynophiles ont été amenées sur place très rapidement. Je vous en parlerai plus tard, mais il y a quelque chose d'intéressant qui a été flairé. Par contre, toutes les recherches qui ont été menées sur le terrain n'ont rien donné. Là, on est encore à un moment au niveau de l'appel à témoins où toutes les possibilités sont encore possibles, sauf que dès le lendemain, il va y avoir une découverte qui va être faite et tout de suite, ça va réduire un petit peu les champs du possible et ça va surtout inquiéter les enquêteurs, mais principalement les familles. Parce qu'effectivement, on fait une découverte cruciale le lendemain de la diffusion de l'appel à témoins, donc on est le 8 décembre 2022. Précisément le jeudi 8 décembre 2022, donc 13 jours après la disparition de Kevin, de Leslie et d'Onyx. C'est à Puyraveau en Charente-Maritime qu'on va faire cette découverte, c'est à une quarantaine de kilomètres de Praec. On va retrouver des affaires de Leslie et de Kevin dans un conteneur à vêtements, vous savez, les conteneurs relais. Il s'agissait de vêtements du couple et plus précisément pour ce qui est des affaires de Kevin, on va retrouver son porte-monnaie plutôt Louis Vuitton, mais également on va retrouver un papier, vous savez, le BSR, qui est le brevet de sécurité routière et non son permis de conduire ou un faux permis de conduire comme on a pu voir dans certains médias. Et BSR, ça ne lui permet pas de conduire des voitures mais de conduire des scooters. On va également trouver des habits de travail de Leslie qui portent des traces de peinture, 3 paires de chaussures de Leslie dont une neuve, une aussi dont elle se servait pour travailler, donc avec des traces de peinture également, et aussi une paire dont elle ne se séparait jamais, qui est sa paire de Doc Martens. À côté de ça, on va également trouver sa trousse de maquillage. Et c'est très inquiétant et ça va être rapporté d'ailleurs par la belle-mère de Leslie, parce qu'elle dit que ce sont des affaires dont elle ne se séparait jamais. Et d'ailleurs, la belle-mère de Kevin va également dire que c'est bizarre parce que il va y avoir plusieurs choses qui ont été jetées, des affaires à Kevin, mais également des photos où Kevin est avec des amis en vacances. Et c'est vraiment bizarre d'avoir jeté ça parce que c'est des bons moments. Qui vous ont montré les gendarmes? Alors moi, ils m'ont montré des baskets, des photos de bas de jogging, Lacoste, parce que Kéké était un fan de Lacoste. Ouais. Donc basket Lacoste, j'ai reconnu son portefeuille
Louis Vuitton, parce qu'il avait été en Croatie, il nous avait ramené des souvenirs de Louis Vuitton, voilà. Son DSR, des photos de cet été quand ils étaient au terrain Saint-Liguerre, avec des gens qui côtoyaient et qu'on connaissait. Voilà, donc c'est vrai que là, je me suis dit, mais ces photos, qu'est-ce qu'elles font là, quoi. Ok. Voilà, pourquoi ils les ont rejetées? Parce que c'est des bons moments, c'est des bons potes, c'est des bonnes soirées. Déjà, on peut être sûr que ces affaires ont été jetées à ce niveau-là après la disparition des deux. En effet, je vais vous montrer un petit peu. Le couple a disparu la nuit du samedi 25 au dimanche 26 novembre 2022 et la dernière collecte du conteneur à vêtements a eu lieu le 1er décembre 2022. Sachant que les affaires ont été retrouvées le 8 décembre 2022, les affaires n'ont pu être donc placées dans le conteneur qu'entre le jeudi 1er décembre et le mercredi 7 décembre 2022. Évidemment, donc tout ça, ça a été saisi par les gendarmes. Les gendarmes, comme je vous disais, ont mis les moyens pour retrouver les disparus. Et Onyx également, sachant qu'Onyx, il est important de noter qu'il n'est ni tatoué ni pucé. Je vous ai dit, il y a eu énormément de fouilles pendant les 8 jours qui ont suivi le début des investigations, notamment avec les plongeurs. Et au bout de ces 8 jours, comme la loi le prévoit, la simple disparition inquiétante se transforme en information judiciaire. Et là, on est le 12 décembre 2022, sous l'impulsion du procureur de la République de Niort. Et ça permet entre autres d'offrir plus de moyens d'investigation. Par exemple, on a pu également faire des recherches sur les comptes bancaires. Est-ce qu'il y a eu des mouvements sur leurs comptes respectifs? Et il n'y a eu aucun mouvement. À part le 5 décembre 2022, il y a quelqu'un qui a essayé de retirer de l'argent avec la carte bancaire de Leslie. Alors, je n'ai pas d'informations de où, à quelle heure, et si par exemple sur ce distributeur automatique il y avait une caméra de surveillance, mais ça je pense que les gendarmes doivent avoir l'information. Mais c'est quand même important à noter. Et quand on regarde la téléphonie, ça commence à être vraiment mystérieux et troublant. Donc déjà, au niveau de la téléphonie, à l'heure où je vous parle, normalement les 2 téléphones sont éteints. Le téléphone de Leslie a borné une dernière fois le lendemain de la disparition, donc le samedi 26 novembre 2022 à midi à Niort, et après a arrêté de borner définitivement. Jusqu'à hier, quand j'écrivais ce script, il n'y avait pas eu d'autres informations qui étaient sorties, et là il y a une information qui est sortie par voie de presse concernant un bornage très suspect du portable de Kevin qui a borné 4 jours après leur disparition, donc on est le 29 novembre 2022 à Foura, et Foura c'est situé en face de l'île d'Oléron pour que vous vous situez un peu, et à part ces informations là on n'a rien d'autre. Donc pourquoi Foura? En tout cas c'est proche de la mer, on ne sait pas trop pourquoi, mais à partir de ce jour là, les 2 portables ont cessé d'émettre, ils ont été éteints définitivement de ce que l'on peut savoir. Également les compagnies de bus et les gares sont passées au crible, notamment tout ce qui amène vers Bordeaux, parce qu'on pense que le couple voulait aller à Bordeaux pendant le week-end et ça n'a rien donné. Il y a des rubans rouges qui ont été mis au niveau du logement où devaient dormir Leslie et Kevin, donc le logement de Tom, qui scelle ce logement et donc qui condamne cette maison pour les investigations, parce qu'effectivement le logement a été saisi, ça paraît logique. Il y a également une perquisition qui a été faite chez Nicolas, chez qui la soirée a eu lieu. Donc pour le moment on ne sait pas ce que ça a donné. Puis en plus des véhicules et de tous les éléments qui sont sous scellés aujourd'hui, il va y avoir également le fusil de Kevin démonté qui va être amené par sa belle-mère qui était apparemment chez un ami, il l'avait laissé chez un ami à Prague. Elle va d'elle-même le déposer aux gendarmes. Prague, comme je vous le disais, c'est un endroit que lui, il connaît beaucoup, tout simplement parce que jusqu'en 2018, il a travaillé dans un restaurant en tant qu'apprenti cuisinier dans le restaurant Nulle part ailleurs. On a interrogé sa patronne qui, elle, a un très bon souvenir de lui, qui dit que c'était quelqu'un de très sympathique. Bon, des fois, il était un peu... rapidement un tir au flanc, c'est-à-dire qu'il fallait un petit peu le bouger, mais bon ça c'est parce qu'il était jeune. Et pareillement la meilleure amie de Leslie, Chloé, elle va avoir un bon avis sur ce Kevin, elle va dire qu'elle le trouve très sympathique, qu'il est gentil, qu'il est affectueux, et elle doute qu'il puisse être mêlé de près ou de loin dans leur double disparition. Évidemment la piste des proches de la famille ou même des amis de Leslie et de Kevin va être investiguée par les enquêteurs
officielle. Tous les protagonistes vont être entendus, on ne sait pas ce qui est ressorti de tout ça, mais on apprend par-ci par-là des informations intéressantes par voie de presse, encore une fois. Notamment concernant la dernière soirée chez Nicolas où auraient été vus pour la dernière fois en vie Kevin et Leslie. En effet, pendant la soirée, on apprend finalement que Kevin et Leslie se sont absentés tous les deux à un moment différent. En fait, ils sont partis à un moment de la soirée, mais pas en même temps, ou en tout cas pas au même endroit. Alors, on sait apparemment que Leslie, elle est repartie pour aller chercher des affaires chez un ami qui était non loin de là, des vêtements apparemment, et elle est revenue après. Et lui, Kevin, serait parti au moment de cette soirée, se serait absenté, et on ne sait pas pourquoi. Et il serait revenu ensuite derrière. Nicolas, donc l'ami chez qui ils avaient fait leur soirée, lui s'est exprimé dans les médias. Et je vais vous citer, je vais vous lire, c'est plus rapide, ce qu'il a dit. Il a dit « La soirée s'est très bien passée. Quand ils sont partis, j'ai fermé les volets et 5 minutes après, je dormais. Le lendemain, j'ai essayé de les rappeler car ils avaient oublié un vêtement, mais ils n'ont pas répondu. Quelques jours après, j'avais bien remarqué leur voiture dans ma rue et j'avais même trouvé ça culotté qu'ils les laissaient ici parce que ça pouvait gêner. Quand les flics sont venus faire une perquisition chez moi, ils ont regardé partout avec leurs lampes pour voir s'il n'y avait pas de corps chez moi. Je leur ai dit « Vous êtes sérieux ou quoi ? Tout cela est très bizarre. » Et également, Tom, l'ami qui avait prêté l'appartement au couple pendant 2 nuits, s'est aussi exprimé. Lui, il explique que tout le week-end, il était en teuf ou free party. D'ailleurs, il était à 12 km à peu près de Prague. Le vendredi soir, il était à la crèche. C'est une soirée qui s'est continuée jusqu'au lendemain. Et d'ailleurs, le lendemain, je crois à partir de 7h, il a changé de soirée, de free party plutôt. Et il n'est pas rentré chez lui avant le dimanche. Donc on est le dimanche 27 novembre 2022. Lui, il passe rapidement en coup de vent chez lui parce qu'il doit aller à l'hôpital parce qu'il a super mal à la jambe et apparemment c'était un problème de caillot dans la jambe. Donc c'est vrai que ça peut être très dangereux. Par contre, quand il passe chez lui, il remarque que Leslie et Kevin et Onyx sont partis et qu'il n'y a plus leurs affaires. Ça lui paraît logique parce que de toute façon ils avaient prévu de partir la veille. Et donc lui, du coup, en voyant ça, il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Par rapport aux enquêteurs, eux, ils communiquent très peu sur leurs investigations parce qu'ils sont en plein dedans en ce moment. Ils ont beaucoup de travail et c'est très compréhensible. Ils communiquent même très peu avec la famille, tout simplement parce qu'à mon avis, ils doivent être sur des pistes et ils doivent les investiguer à fond. Parallèlement à ça, on a un ancien gendarme qui travaille maintenant en tant qu'enquêteur dans la RPD qui lui a pris le dossier en main. Alors il n'est pas en contact avec les enquêteurs officiels, donc les gendarmes. Par contre, lui, il a un contact avec la famille, il a un rôle de soutien de la famille et également, il enquête sur des informations confidentielles depuis une dizaine de jours. Il va faire un peu le recueil de tout ce qui peut être dit dans les médias et sur les réseaux sociaux pour voir si par hasard il y aurait des pistes intéressantes parce que bon, évidemment, vous connaissez, tout le monde les a vus à droite à gauche, mais bon, finalement, c'est jamais eux. On met toujours un poids d'honneur à le dire, mais notre travail n'est pas de se soustraire au travail des gendarmes, mais justement pouvoir potentiellement les appuyer si besoin est et de faire ressortir des éléments si ils ont loupé certains éléments. À côté de ça, la famille et les amis de Leslie ont créé un groupe que je vous mets ici qui permet de recueillir les témoignages concernant la disparition de Leslie, de Kevin et d'Onyx. Là, on arrive à la partie théorie, donc je vous demanderai si vous voulez commenter, il n'y a aucun problème évidemment, faites-le. Par contre, soyez toujours respectueux dans ce que vous écrivez, n'affirmez rien s'il vous plaît, dites pas ça s'est passé comme ça, c'est obligé. Non, restez toujours dans le conditionnel, on ne sait jamais et puis ça peut être très mal perçu par les familles. Donc à ce jour, vous pouvez comprendre qu'il y a encore plusieurs théories qui sont envisageables et d'autres qui ne le sont plus. Je pense que les gendarmes doivent être en train de travailler sur certaines théories et j'espère qu'avec tous les éléments qu'ils ont en leur possession et les moyens qu'ils ont, ils arrivent très proche de la vérité et qu'on aura bientôt des nouvelles de Kevin, de Leslie et d'Onyx. Et pour le moment, par contre, on ne sait pas quelle est leur théorie privilégiée de leur côté. À savoir que pour les familles des disparus, la théorie pour eux, c'est qu'ils ont fait une mauvaise rencontre ou tout simplement c'est la piste criminelle qu'ils privilégient. Ils ne pensent pas du tout que leurs enfants auraient pu disparaître volontairement. Donc si on regarde du côté de Leslie, effectivement, elle n'avait aucun intérêt premier à disparaître volontairement. On sait qu'elle était très proche de sa famille et elle sait combien ça fait du mal à sa famille parce que sa famille est aujourd'hui
anéanti. Son père est très mal et surtout, vous savez, après le décès de leur mère, ils ont une relation particulière, ce qu'on peut comprendre, et donc on pense clairement pas qu'elle aurait pu abandonner délibérément sa famille et lui faire du mal. En plus de ça, on sait que la veille de sa disparition, Leslie avait écrit un SMS pour prendre des nouvelles à sa belle-mère en écrivant « Coucou, tout va bien ». Donc je vous le mets comme elle l'a écrit exactement. Donc ça montre déjà que les deux femmes étaient en contact et qu'il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. En plus, la semaine d'après sa disparition, elle devait continuer des chantiers qu'elle avait même commencé le 22 novembre et elle est toujours assidue dans son travail, et c'est vrai que là, on a même eu les clients qui ont vu l'avis de recherche et qui ont même contacté la famille en disant c'est vrai, Leslie elle devait venir, elle n'est pas venue, on s'inquiète. C'est assez inquiétant et on ne pense pas qu'elle aurait mis à mal son entreprise qu'elle venait de créer pour juste disparaître de manière aussi subite. Je vous disais aussi, ils ont laissé chez la belle-mère de Kevin beaucoup d'affaires. On se dit, s'ils avaient voulu disparaître, ils auraient embarqué certaines de ces affaires. Notamment, il y avait un ordinateur portable qui est resté là-bas. Donc pour elle, il n'avait pas du tout prévu de partir en vadrouille. En plus de ça, Kevin est très proche de sa petite chienne qu'il a laissée chez sa belle-mère. Son père, lui, qui va pouvoir communiquer par téléphone aux médias, va expliquer que pour lui, c'est pas du tout possible qu'il ait pu partir comme ça. Il est très proche de son fils en général, et lui, il dit non, lui, il a beaucoup d'amis ici, toute sa vie est là, je vois pas pourquoi il serait parti, il était très bien à ce moment-là. Moi, ce que je veux, c'est retrouver mon fils le plus vite possible, parce que je suis tombé fou là-dedans, je suis tombé fou. Il a tous ses copains, il a tout ça, non, il a pas envie de se sauver, le petit, c'est ce que je dis depuis le début, mon flic. Pour vous, c'est pas une fugue volontaire ou une disparition volontaire? Non. En plus de ça, il avait des rendez-vous administratifs fin novembre et début décembre importants, auxquels évidemment il ne s'est pas présenté. Mais du coup, c'est un contexte, tout ça, qui nous fait dire que clairement, on ne voit pas pourquoi il serait parti volontairement. Puis il y a surtout le fait qu'on ait retrouvé les affaires, vous savez, dans le relais pour les vêtements. On se dit, pourquoi se débarrasser à ce moment-là de ces affaires à ce niveau-là, surtout des affaires qui sont quand même importantes, surtout si on part en vadrouille, des chaussures, du maquillage pour elle, c'est un peu moins important, mais lui, son BSR qui lui permet au moins d'utiliser des scooters. C'est vrai que là, on commence à se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça? Ça reste probable parce qu'il y a rien qui contredit de manière ferme la disparition volontaire. On a du bornage téléphonique par-ci par-là rapidement, on a un essai de retrait de la carte bancaire de Leslie, puis on a aussi surtout toutes les affaires qui étaient chez Tom qui ont disparu. Donc on pense que s'ils sont partis d'eux-mêmes, c'est très facile finalement qu'ils aient embarqué toutes les affaires puis qu'ils soient partis soit dans une voiture qu'ils ont louée ou tout simplement quelqu'un les attendait. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'ils n'ont pas pu partir à pied avec toutes leurs affaires et avec leurs chiens. On peut du coup penser aussi à une théorie qu'à la limite je trouverais plus probable, c'est la théorie accidentelle. Vous savez, eux, ils terminent la soirée entre le vendredi et le samedi soir. Il est 2h, 3h, ils ont laissé leur chien chez Tom. Donc quand ils rentrent après leur soirée, le chien il a peut-être envie de sortir. Donc ils se sont dit, on va faire sortir le chien puis on va se balader le long d'une route. La nuit, comme ça, dans un petit village, ils sont peut-être tombés sur un chauffard qui avait beaucoup bu, qui roulait beaucoup trop vite et qui malheureusement les a fauchés tous les trois et les aurait tués sur le coup. Et donc au lieu de partir, de prendre la fuite, comme je pense qu'il y en a beaucoup qui font malheureusement, lui ce qu'il aurait fait c'est qu'il aurait embarqué les 3 corps pour s'en débarrasser plus loin. Mais il y a beaucoup d'incohérences dans cette théorie, on va pas se mentir, on ne trouve pas de traces de freinage déjà au sol. En plus de ça, pas de traces de sang, alors que là, on est quand même sur une mort qui aurait été violente. Et en plus de ça, comment ce chauffard aurait pris le temps de prendre les clés, d'aller trouver l'appartement qui est ouvert par ses clés, d'aller prendre toutes les affaires et de s'en débarrasser également. C'est vrai que ça paraît quand même assez étrange. J'avais entendu parler peut-être d'une théorie de suicide collectif, mais comme vous pouvez le voir avec toutes les données dont je vous ai parlé, je pense qu'on n'est pas du tout dans ce type de disparition aujourd'hui. Et donc il reste la partie de la théorie criminelle, ce qui est assez large, je vous l'accorde, parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans un potentiel crime qui aurait pu être commis. Déjà par qui et pourquoi. C'est vrai qu'à partir de là, on peut tout imaginer, mais la première personne à qui on pense, c'est tout naturellement la dernière personne qui les a vus
envie donc Nicolas, chez qui ils ont fait leur soirée. Généralement c'est comme ça malheureusement, et on s'intéresse très rapidement à Nicolas, ce qui est tout à fait normal. On peut se dire que tout ce qu'il a raconté c'est peut-être complètement inventé, que la soirée s'est très mal passée, qu'il y a eu une altercation, on ne sait pas pourquoi, que derrière malheureusement ça s'est terminé tragiquement, et que pour faire taire les témoins, il aurait malheureusement fini par tuer tout le monde. Ensuite, facile d'aller récupérer les affaires qui sont juste en face de chez lui, de se débarrasser des corps, d'inventer une histoire. Bon, voilà. Après, ça, ce ne sont que des suppositions. Les enquêteurs, évidemment, enquêtent sur cette piste. Ils ont déjà interrogé cet homme, ils ont déjà perquisitionné chez lui. Je ne sais pas, par contre, ce qu'il en est derrière. Mais on peut penser la même chose pour l'autre ami, Tom, qui lui a laissé son appartement le week-end. Qu'est-ce qui nous dit que finalement il n'est rentré que le dimanche? Qu'est-ce qui ne dit pas qu'il est passé par chez lui le vendredi soir, qu'il aurait pu apercevoir quelque chose qui l'embête? Je sais pas, peut-être qu'Onyx aurait fait une bêtise chez lui et que quand les deux malheureusement sont rentrés, voilà, ça, avec peut-être l'alcool que un ou l'autre aurait pris, la situation se serait envenimée, et ensuite on revient à ce que je vous ai dit par rapport à ce qui aurait pu se passer. Notamment au fait qu'on aurait voulu se débarrasser des corps, et derrière qu'on aurait voulu orienter les enquêteurs vers des fausses pistes en se débarrassant dans un relais des affaires personnelles de Kevin et de Leslie. J'ai pensé moi aussi rapidement à la piste de la jalousie. Vous savez, Leslie était pendant un petit moment jusqu'en juin 2022 avec un fameux M, cet homme avec qui il y avait des hauts et des bas pendant la relation. Pourquoi pas, peut-être que lui a appris finalement cette nouvelle relation, qu'il a appris où il passait la nuit ce soir-là. Effectivement, pendant la soirée, on a appris que Leslie échangeait beaucoup au téléphone, donc on ne sait pas avec qui. On peut imaginer que pourquoi pas c'était avec lui qu'ils aient échangé, et que elle, quand elle a dit qu'elle devait aller récupérer des affaires, en fait elle serait allée à la rencontre de son ex, et elle serait revenue, peut-être pour mettre les choses au clair. Lui aurait pas apprécié, il aurait appris où il dormait ce soir-là, il aurait pété un boulon et ça se serait mal passé, et puis tout derrière, la même chose que pour ce que je vous ai dit juste avant. Et c'est une théorie, je pense, qui est probable. Après, très rapidement, après la disparition, la famille de Leslie a tenu au courant de la disparition ce fameux M. Il avait l'air honnêtement surpris de la disparition, il avait l'air de l'apprendre, et il a voulu absolument les aider. Après, je sais que les enquêteurs ont pensé à cette théorie et qu'ils l'ont mis de côté. Donc à mon avis, il y avait peut-être un bon alibi. On peut ensuite penser à une altercation entre les deux amoureux. Peut-être que tout simplement il y a eu une engueulade, et que malheureusement ça s'est mal passé, alors peut-être pas de manière intentionnelle, et qu'il y aurait eu derrière une bousculade mortelle, on pourrait dire, ou tout simplement soit un homicide, soit un féminicide. Tout ça pour dire qu'à mon avis, ça pourrait être possible, donc ça aurait pu se passer dans l'appartement de Tom, et qu'un des deux aurait fait appel à quelqu'un pour l'aider derrière, pour se débarrasser du corps, et ou du chien, selon qui aurait fait quoi, et des affaires aussi, ce qui paraîtrait assez logique finalement, vu que les affaires sont disparues, et que derrière, pour brouiller les pistes, on le sait, on aurait essayé de se débarrasser des vêtements dans un relais. On sait que Leslie a reçu beaucoup de textos, et d'ailleurs ils ont même été ouverts entre 2h30 et 3h du matin, et par contre plus aucun signe de vie par rapport au téléphone à partir de 4h du matin. Donc la piste de l'altercation entre eux, c'est clairement une bonne piste. Par contre, il n'y a pas de traces de sang à ce qu'on sait qui ont été découverts chez Tom, et clairement à mon avis il y a obligatoirement l'intervention d'une autre personne, ou en tout cas d'un autre véhicule, parce que les deux véhicules de Leslie et de Kevin n'ont pas bougé de leur dernière place et ont été retrouvés. Très clairement ils n'ont pas pu partir seuls à pied avec toutes leurs affaires, et le chien, surtout si l'un des deux devait transporter un corps. Il y a un début de réponse qui a été apporté, je vous ai dit, par le travail des brigades cynophiles qui ont été amenées sur place. Alors pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que sur l'axe principal du bourg, les chiens ont senti une piste, ont flairé une piste, et puis la piste s'est arrêtée d'un coup. Je vous en avais parlé dans la disparition de Marilyn Sescous. Quand les chiens s'arrêtent d'un coup comme ça, on appelle ça un pick-up, ça veut dire la piste s'arrête net, et généralement c'est que les personnes sont montées en voiture. Donc ça nous amène vers l'intervention d'une autre personne, d'une tierce personne. Mais quelle personne et pourquoi? Et ce qui est vraiment embêtant, c'est que sur cet axe principal, on sait malheureusement qu'il n'y a pas de caméra de surveillance. Donc pour moi, la dernière théorie qui me semble être quand même la plus probable, c'est le motif crapuleux. Effectivement, le soir de la disparition, Kevin avait beaucoup de cash sur lui.
Apparemment, il aurait eu beaucoup d'argent par rapport à son week-end à Bordeaux et également on lui aurait donné de l'argent pour qu'il achète un véhicule d'occasion, donc il serait avec plusieurs milliers d'euros sur lui. Quelqu'un aurait pu l'apprendre, effectivement. Alors, je sais, et je prends ça avec des pincettes, mais ça a été dit dans certains médias, Kevin traficoterait du shit et qu'il aurait des dettes envers certains clients. On se rappelle effectivement que Kevin s'est absenté pendant cette soirée, donc potentiellement il aurait pu rencontrer un de ses clients, donc le client aurait su qu'il aurait été là, peut-être qu'il aurait été au courant, alors je ne sais comment, de l'argent qu'il aurait sur lui, et qu'au moment où le couple est sorti pour aller rejoindre chez Tom et rejoindre Onyx, ils ont pu sortir le chien, ils ont pu se faire agresser et peut-être ils auraient été mis en joue, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y aurait une arme qui aurait été pointée sur eux, ils les auraient obligés à prendre leurs affaires et ils les auraient emmenés quelque part, en tout cas enlevés et emmenés quelque part. Est-ce que du coup Leslie et Onyx seraient des victimes collatérales par rapport à des actes frauduleux qu'aurait fait, je dis bien qu'aurait fait Kevin par rapport à ces trafics dans lesquels il serait, et donc ça expliquerait pourquoi derrière les personnes veulent brouiller les pistes pour faire croire qu'ils seraient de ce côté-là alors qu'en fait ils sont plutôt de l'autre côté. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand on veut se débarrasser des affaires, soit on les brûle, soit on les met à la poubelle, parce que quand on les met dans un relais, il y a quand même des règles dans ce qu'on peut mettre dans un relais et c'est trié derrière, et on ne peut pas mettre ce type d'affaires comme ça qui ont été mises dans le relais. Je pense que les personnes qui ont mis ces affaires dans le relais savaient que ça allait être découvert. Donc je pense clairement qu'il y a soit quelqu'un qui veut indiquer quelque chose ou soit qui veulent brouiller les pistes. Je suis plus sur le brouiller les pistes à ce niveau-là. Donc Kevin, Leslie et Onyx sont-ils aujourd'hui encore séquestrés après plus d'1 mois de disparition? Si oui, pour encore combien de temps? Malheureusement, on peut penser à tout aussi. On peut penser que s'il y a des dettes, il y a de la vente d'organes derrière ou qu'il y a du trafic d'humains. J'ai pas envie de dire tout ce qu'on peut penser, mais vous imaginez bien, par respect pour les familles, je vais pas tout énumérer. Mais encore une fois, il n'y a aucun élément probant en notre possession qui prouve que cette théorie est la bonne. Aujourd'hui, malheureusement, là, les fêtes des deux familles se font sans Kevin, sans Leslie et on n'oublie pas Onyx le chien. Pour moi, il y a beaucoup de questions en suspens qui j'espère sont de plus en plus travaillées et répondues par les enquêteurs. J'espère qu'ils vont vite retrouver la trace de Kevin, de Leslie, tout simplement les retrouver et qu'on ait des réponses à toutes ces questions, surtout pour les familles et puis surtout pour ces jeunes gens qui ne méritent pas ça de toute façon. Donc voilà à peu près toutes les informations qu'on avait déjà au 1er janvier 2023. Et comme je vous disais, juste après la sortie de ma vidéo, la médiatisation sur cette double disparition a explosé et on a eu beaucoup plus d'informations qui ont été transmises à travers les médias. Donc là, je vais vous faire un petit rappel de toutes les informations qui me semblent importantes pour la compréhension parce que je vais pas toutes les dire, il y en avait énormément. Déjà très rapidement après la sortie de ma première vidéo qui était le 1er janvier 2023, le 5 janvier 2023, il y a eu une battue organisée par la famille de Kevin sur Prague. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'en marge de cette battue, il y a eu quand même le cambriolage de la voiture de la belle-mère de Kevin, donc Karine. Son sac a été volé. Dans ce sac, il y avait les clés de chez elle à Coulon. Et effectivement, quand elle est revenue voir ce qui s'était passé chez elle, elle s'est rendue compte qu'il y a eu un cambriolage à son domicile. Et il y a eu beaucoup d'effets personnels qui ont été volés, mais également de l'argent du père de Kevin, Guy, qui était caché. À ce moment-là, le père de Kevin était en prison à la maison d'arrêt de Niort. Et effectivement, tout le monde pense à cet instant que le cambriolage a un rapport avec les disparitions de Leslie et Kevin. Alors à tort ou à raison, aujourd'hui, on ne sait pas si ça a un rapport. On apprend également un peu plus d'informations sur la soirée qui s'est déroulée chez Nicolas, donc l'ami du père de Kevin, le quarantenaire. On sait que finalement, la belle-mère de Kevin, donc Karine, comme elle le dit dans les médias, est passée lui donner de l'argent, apparemment une grosse somme, 10 000 €, dans la soirée, donc chez Nicolas. Donc elle était présente pendant un moment dans la soirée, après repartir pour laisser les jeunes entre eux, comme elle le disait. Il y a eu beaucoup de questionnements
qui se sont faits autour de ces 10 000 € parce que pour elle, comme elle expliquait, c'était pour qu'il puisse s'acheter une voiture. Or, il avait déjà une voiture, il s'était déjà acheté un véhicule 2 semaines avant sa disparition et en plus de ça, il n'avait pas le permis. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur ces 10 000 € et qu'au fur et à mesure du temps, il a été énoncé la piste du trafic de stupéfiants par rapport à Kevin. Et il y aurait également eu la trace d'une 4e personne pendant cette soirée dont on ne connaît pas nous l'identité mais qui a été retrouvée par les gendarmes. Donc il a été également entendu. Je vous souvenez, je vous avais dit que Kevin s'était absenté pendant cette soirée. On a eu un peu plus d'informations à ce sujet. Effectivement, il se serait absenté une quinzaine de minutes. Il avait rendez-vous au centre-ville de Prague et en fait, pendant qu'il est parti, seulement 15 minutes, il a envoyé un message à son père qui lui est en prison pour lui dire qu'il est inquiet, il a un peu peur parce qu'il y a 4 hommes dans une Golf blanche qui le suivent ou qui le regardent d'un air menaçant. Ça l'inquiète, donc il est vite retourné chez Nicolas et c'est vrai qu'il avait l'air perturbé, préoccupé à son retour. Il y a également eu des rumeurs par rapport à de l'argent, une grosse quantité d'argent, même plusieurs dizaines de milliers d'euros que Kevin aurait confié à Tom pour qu'il le cache chez lui. Et en fait, il lui faisait confiance parce qu'il voulait apparemment s'acheter un terrain avec cet argent. Enfin, on a eu plus d'informations sur les affaires qui ont été retrouvées dans le relais vêtements. Dans le relais vêtements, il y aurait eu des cartouches de fusil retrouvées, mais des cartouches non utilisées. Maintenant, on arrive à ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais il y a vraiment très peu de temps, donc tout début mars. C'est vraiment là que ça s'accélère, et plus précisément à partir du 28 février 2023. Effectivement, on apprend que Tom, à ce moment-là, est interpellé. Il est placé en garde à vue, et c'est là que Tom va dire que lui, il n'est pas du tout impliqué dans cette histoire, mais qu'il connaît les noms de 2 personnes qui sont impliquées dans la disparition de Leslie et de Kevin. Il va donner 2 noms, celui de Nathan, 22 ans, et celui d'Enzo, 23 ans. Ils sont tous les 2 également interpellés respectivement le lendemain et le surlendemain. Et finalement, tous les 3 sont mis en examen et placés en détention provisoire, ce qui n'est pas rien. Tom, lui, est mis en examen pour enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire, et les 2 autres pour assassinat au pluriel, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour. La même semaine que la mise en examen de ces 3 hommes, on découvre 2 corps, sûrement sur leur dire, un corps de sexe masculin le vendredi 3 mars 2022 dans un champ à Puyraveau, chemin du Bois, et un corps de sexe féminin le lendemain, le samedi 4 mars 2023 à 5 km de là, dans un bois à Virson, près du hameau des Haies. Et donc ce même jour, le samedi 4, les familles sont mises au courant et la presse également. Et ça fait l'effet d'un coup de massue parce que en effet, même si il faut qu'on attende les résultats de l'autopsie qui va être réalisée le lundi 6 mars 2023, certains détails laissent à penser qu'il s'agit bien malheureusement des corps de Leslie et Kevin, et notamment par rapport à leur tatouage. Donc là, je vais citer le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, qui va dire que l'exploitation de l'ADN prélevé sur les 2 corps exhumés permet de confirmer leur identité. Et l'autopsie va permettre également de montrer qu'il n'y a pas eu d'agression. Par rapport à la découverte de ces corps, on découvre qu'ils sont retrouvés enterrés, habillés et également avec de la chaux par-dessus. Donc la chaux, si vous le savez pas, c'est pour éviter les mauvaises odeurs et éviter que les charognards viennent et déterrent les corps. Comme l'indique le procureur de la République le 7 mars 2023, pendant une conférence de presse, il apparaît que le couple aurait été battu à mort avec un objet contendant. Ça veut dire une arme qui frappe, qui contusionne, comme par exemple un marteau. Par contre, on se rend compte qu'on ne retrouve pas les 10 000 € que Kevin était censé avoir ce jour-là sur lui, et surtout on ne retrouve pas le chien Onyx. Alors là, je vais vous faire un petit point sur ce qui a amené à ces arrestations et surtout les doutes qu'on a eus par rapport aux 3 suspects. Et on va tout d'abord s'intéresser à Tom parce que c'est par lui que la vérité est en train d'arriver. Et Tom d'ailleurs, c'est la famille de Leslie qui s'en est intéressée très rapidement. Rappelez-vous, je vous disais que Tom disait qu'il était en free party la nuit de la disparition de Leslie et Kevin et qu'il était à la crèche. Seulement, depuis le début, on ne retrouve aucune trace de free party là-bas.
ou même dans les environs, ce qui avait énormément interpellé la famille de Leslie au point que très rapidement, le père de Leslie sur le groupe de soutien de Leslie et de Kevin et d'Onyx avait posté une demande particulière que je vous mets ici, et effectivement qui laisse à penser qu'ils avaient quand même des doutes sur l'alibi qu'avait donné Tom. Pour ce qui est du côté de la famille de Kevin, c'est surtout le père Guy qui, depuis sa cellule de la maison d'arrêt de Niort, dont il est sorti le 10 février 2023, avait essayé de diligenter pas mal de recherches, notamment en fédérant des groupes d'amis qui pouvaient aller, par exemple, faire des battues, notamment sur Foura, l'endroit où le portable de son fils avait borné la dernière fois. Pareillement, il avait énoncé pas mal de noms, des noms proches de Kevin. Pour lui, c'était des noms qu'il fallait vérifier. Et d'ailleurs, à la suite de ma vidéo, comme je vous rappelle, c'était le 1er janvier 2023, j'ai eu le 5 janvier 2023, une personne que je devine être proche du père de Kevin qui m'avait informé de plusieurs noms, notamment d'un nom en particulier, du fameux Nathan Badji. Et selon ses propres recherches, il avait été mis en lumière que le comportement de Nathan était un peu spécial la veille de la disparition de Leslie et Kevin et même les jours qui ont suivi. C'est une information qui m'avait semblé être importante, donc dès que j'ai reçu cette information, j'ai évidemment contacté la gendarmerie qui m'a rappelé une semaine après en me demandant plus d'informations sur ce fameux Badji. J'ai envoyé toutes les informations que j'avais, c'est-à-dire pas beaucoup, hein. J'avais juste le Facebook et quelques photos parce qu'il s'était créé un nouveau Facebook, aussi le nom d'une deuxième personne que je ne mettrai pas ici parce que c'est pas une personne pour le moment qui semble être impliquée dans la double disparition. Et c'est surtout que cela veut dire que dès le départ, donc on avait du côté de la famille de Leslie des doutes sur Tom qui aujourd'hui est mis en examen, et on avait également du côté de la famille de Kevin des doutes sur Nathan et des doutes qui semblent pour le moment s'avérer être vrais. Pour ce qui est des gendarmes, les gendarmes s'y sont intéressés très rapidement, tout simplement parce que par rapport à sa première version qu'il expliquait de sa soirée, il y a été mis en lumière beaucoup d'incohérences et beaucoup de discordances, notamment par rapport aux fadettes, vous savez, les relevés téléphoniques détaillés, des discordances de lieu, mais également des discordances d'horaire. D'ailleurs, on a appris que ce soir-là, il échangeait énormément par message avec Leslie. Comme il expliquait dans les médias en janvier 2023, je vais vous le lire, il disait « Kevin avait toujours les clés de chez moi, moi je vivais plus chez moi, je vis en camion. Ils sont venus sur les coups de 17h30, on s'est vus, ils avaient la patate, on rigolait bien ensemble. Ensuite, je suis partie chez mon frangin et à une soirée techno. » Sauf que, comme je vous disais, cette version ne corrobore pas les éléments mis à jour par les gendarmes. Et notamment, les relevés téléphoniques. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que Tom est revenu voir ses amis sur Prague pendant la soirée, alors qu'il n'avait pas du tout dit ça dans ses premières déclarations. Donc on a quelques textos qui avaient été échangés entre Leslie et Kevin, dont le dernier que tout le monde connaît, que je vous mets ici, qui est Leslie, qui parle du fait qu'elle se sent pas très bien, clairement. Mais également, on a des conversations privées que je ne mettrai pas ici parce que j'ai pas le droit de les mettre, mais tout simplement des conversations privées entre Tom et d'autres personnes. Mais on voit que les autres personnes ont quand même des gros soupçons sur ce fameux Tom et trouvent qu'il agit bizarrement. De plus, mais alors ça à prendre avec des pincettes, je l'ai vu dans un seul média, il semblerait que Tom, avant la disparition de Leslie et Kevin, se renseignait sur plusieurs choses étranges, comme par exemple se procurer une plante à côté du marais Poitevin. Il cherchait également comment démarrer une voiture sans clé, et aussi il semblerait qu'il s'était procuré une grosse quantité de drogue alors qu'on sait qu'il n'a presque jamais d'argent sur lui. Et puis surtout, ce qui a mis la puce à l'oreille aux enquêteurs dès le départ, c'est la participation à certaines recherches des suspects, tout en marquant quand même une certaine distance avec ce qui se passait, ainsi que le changement de comportement au fur et à mesure, et puis un comportement assez fuyant pour certains. Alors Nathan, comment il a pu être identifié lui? Tout simplement, au niveau du bornage téléphonique, on se rend compte que le portable de Nathan a borné sur les mêmes antennes relais que le portable de Tom pendant la soirée de la disparition de Leslie et Kevin. Et pour ce qui est du troisième homme, qui s'appelle Enzo, à part son âge et quelques informations sur qui il était, on n'a pas d'autres informations pour le moment de pourquoi et comment on s'est intéressé à lui, à part peut-être sur les dires de Tom. Il faisait pas, je pense, à ma connaissance, partie de la liste des suspects par rapport aux familles. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les pistes sur lesquelles vont travailler les enquêteurs. C'est pour eux une piste liée aux stupéfiants et ou à une déception amoureuse. Je vais vous expliquer pourquoi pour la déception amoureuse.
juste là. On peut penser que Tom était au courant des grosses sommes d'argent que possédait Kevin. Tom, de ce que j'ai pu lire, c'est assez connu maintenant que c'est quelqu'un qui est accro à la drogue et il aurait prémédité, avec 2 connaissances à lui, une vengeance envers Kevin, peut-être par jalousie parce qu'il a beaucoup d'argent, sous fond de drogue et peut-être de pouvoir se procurer encore plus de drogue et évidemment de vol d'argent, mais également pour se venger un petit peu de ce que lui aurait fait Kevin et Leslie par rapport aux sentiments que lui éprouvait pour Leslie et qu'elle ne semblait pas éprouver pour lui. Je m'explique. En fait, Leslie était pendant quelques temps en couple avec un homme, comme je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo, et cet homme connaît Tom. Et puis ils se sont finalement séparés et Tom et Leslie se sont rapprochés et ont eu une brève liaison. Ensuite, je pense que ce n'était pas très sérieux, en tout cas du côté de Leslie, et indirectement et sans le vouloir, c'est Tom qui va présenter Kevin fortuitement pendant une soirée. Tout simplement, il avait donné rendez-vous à Leslie chez lui, donc chez Tom, et quand elle est arrivée, Kevin était là. À partir de ce moment-là, donc c'était vraiment 1 mois avant leur disparition, ils ne se sont plus jamais quittés. Et apparemment, des dires de l'entourage, il semblerait que Tom aurait vraiment mal pris le fait que Kevin et Leslie se mettent ensemble. Donc vraiment un fond de jalousie. Pour ensuite, ce qu'on peut penser, ce qui s'est passé cette soirée-là, on peut tout simplement se dire que c'était un guet-apens, qu'en fait Tom s'assurait au téléphone de quand allaient rentrer Leslie et Kevin chez lui pour pouvoir les surprendre chez lui tout simplement avec peut-être potentiellement ces 2 autres suspects, que quand ils sont rentrés, peut-être qu'ils s'en étaient déjà pris au chien Onyx qui était resté tout seul et qu'ensuite ils ont malheureusement tué Leslie et Kevin à coups d'objets contondants. Ensuite ils auraient embarqué non seulement les corps mais également toutes les affaires, ils auraient mis les affaires dans une voiture et peut-être que c'est la piste qu'auraient senti les brigades cynophiles. Derrière, ils auraient évidemment tout lavé chez Tom. Ils se seraient ensuite débarrassés du corps. Alors un corps à Puravo, un autre corps à 5 km. Donc je sais pas trop pourquoi ils les ont pas enterrés ensemble, peut-être pour brouiller les pistes, peut-être que si on retrouvait un corps, ils se seraient dit si on retrouve pas le deuxième, peut-être que finalement c'est un souci entre les deux, peut-être que la dispute a eu lieu dans le couple, au sein du couple, et que ça s'est mal passé entre eux, d'où aussi le fait qu'il y aurait eu un brouillage de pistes au niveau du portable de Kevin qui avait borné à Fura 4 jours après la disparition. Par contre, j'ai vraiment une grosse interrogation, c'est sur les vêtements retrouvés dans la benne à vêtements. Alors là, je comprends vraiment pas. Soit c'est une personne qui a voulu mettre les affaires ici pour donner des indices aux gendarmes, ou soit vraiment, je suis désolée de le dire, c'est des personnes qui sont pas très futures parce que les bennes sont à chaque fois vérifiées, on vérifie ce qu'il y a dans les bennes à vêtements, on va pas redistribuer n'importe quel vêtement dans n'importe quel état. En plus de ça, on a retrouvé, vous vous rappelez, les vêtements à Puravo, et Puravo correspond au lieu de domicile des parents de Nathan, le deuxième mis en examen, sachant que lui, à ce moment-là, il habitait dans un camion dans le terrain de ses parents. Donc c'est vraiment quand même assez grillé, je trouve. Et en plus, ça aurait été beaucoup plus simple parce qu'à côté, il y avait tout simplement des bennes à ordures qui, pour le coup, ne sont jamais vérifiées avant d'être jetées à la décharge. Donc là, je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé et le but d'avoir fait ça dans des relais à vêtements. Quoi qu'il en soit, de ce qu'on peut voir, on pense à quand même un acte prémédité venant de proches sous fond de vol, jalousie amoureuse ou juste tout simplement par rapport à l'argent et fond de trafic de drogue. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il reste pas mal de zones d'ombre et le réel déroulement des faits n'est toujours pas connu. Pareillement, on ne peut pas dire s'il y a d'autres personnes ou pas impliquées dans cette double disparition. Il est très important aujourd'hui de rappeler quand même, malgré tout, que les 3 hommes cités, donc Nathan, Enzo et Tom, sont aujourd'hui présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Pour ce qui est du père de Kevin, lui, il a une intime conviction, je vais vous le lire. Tout au départ vient de Tom. Tom, l'ami de Leslie, mis en examen, aurait même rendu visite au père de Kevin en prison en lui disant que tout allait bien se passer, en le soutenant, en lui promettant qu'on allait retrouver les petits. Il dit c'est horrible ce qui est arrivé, ce sont des ordures, c'est de la barbarie, en plus ce sont des proches, c'est fou. D'ailleurs, afin de leur rendre hommage, le père de Kevin a organisé une marche ce dimanche, donc le dimanche, alors soit aujourd'hui, soit hier, en fonction de quand sort cette vidéo, à Niort à 14h. J'aimerais aussi souligner que ce soit du côté de la famille de Leslie et du côté de la famille de Kevin, il y a eu beaucoup de recherches de faits à travers les médias, à travers la recherche de témoignages sur les réseaux sociaux, à travers des battues, et je voulais souligner le très bon travail des gendarmes qui ont réussi à garder pas mal d'informations pour eux sans les divulguer aux médias et à travailler sur des pistes pour pouvoir permettre la mise en détention provisoire et la mise
mise en examen de 3 hommes qui ont quand même permis de découvrir les corps de Leslie et Kevin. Au bout de 3 mois, les choses ont quand même bien avancé et je pense qu'on aura encore pas mal d'informations qui vont arriver par la suite. On sait aujourd'hui que les obsèques de Kevin vont être réalisées le jeudi 16 mars 2023 à l'église Saint-Hilaire. Par contre pour Leslie, on ne sait pas encore. Et je voulais, même s'ils ne sont pas très médiatisés, avoir une pensée évidemment pour toutes les familles des 2 disparus, mais également pour le frère jumeau de Leslie et pour la mère de Kevin, qui sont, je pense, également en souffrance, mais on en parle beaucoup moins, tout simplement parce qu'ils ne sont pas médiatisés. Et évidemment, une pensée à Onyx, qui n'a aujourd'hui toujours pas été retrouvé. Donc il y a encore un espoir qu'ils soient en vie quelque part, peut-être revendus. Un chien comme lui peut être vendu, et vu qu'il y avait sûrement un fond de vol d'argent ou de drogue derrière, c'est probable. Donc il y a pas mal d'avis, de recherches qui se multiplient sur les réseaux sociaux afin de retrouver Onyx. D'ailleurs, il y avait la photo d'un chien qui tournait, qui avait été retrouvé début janvier sur le bord d'une rivière dans la région, un chien qui ressemble à un staff croisé malinois. Il n'était plus très reconnaissable sur les photos malheureusement, mais effectivement on pouvait penser que c'était Onyx. Il y en a encore aujourd'hui qui le pensent, il y en a par contre qui ne le pensent pas au niveau des proportions, au niveau de la taille du chien. À l'époque, je ne voulais pas faire de mise à jour à la fin de ma vidéo de mars 2023 pour des raisons qui me sont propres, mais que je vous exposerai très bientôt. À l'époque, il y avait seulement 3 hommes qui avaient été mis en examen dans cette affaire. Et depuis, ça a bien évolué parce que au final, il se trouve qu'il y a 5 jeunes hommes qui ont été mis en examen pour les chefs d'enlèvement, séquestration, assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Et c'était seulement en effet quelques semaines après la sortie de ma dernière vidéo. En effet, 2 autres hommes ont été placés en garde à vue. Steven Mathieu, âgé de 24 ans, pour enlèvement et séquestration, recel de cadavres et modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, ainsi que Michael Zadi pour assassinat. Donc ça, c'était les chefs d'accusation à l'époque. Entre-temps, on a eu les suspects qui ont donné leur version des faits. Attention, elle est contestée pour certains, mais on a une vague idée de ce qui s'est malheureusement passé pour feu Leslie Hurlbeck et Kevin Trompa cette tragique nuit. En effet, Tom Trouillet aurait recruté les 4 hommes pour éliminer Leslie et Kevin. Après les avoir violemment agressés, le groupe aurait transporté leur corps dans le coffre de la Peugeot 207 d'Enzo Chala afin de les conduire à plusieurs kilomètres de là pour les enterrer. Enzo a reconnu avoir prêté son véhicule. Michael affirme qu'au cours du trajet, là ça va être assez horrible comme détail, donc désolé si votre sensibilité est atteinte, mais c'est vraiment les faits comme ils ont été rapportés. Donc au cours du trajet, des bruits provenant du coffre auraient alerté Nathan qui serait sorti du véhicule et aurait découvert que Leslie était encore en vie. Il aurait alors poignardé à plusieurs reprises. Selon ce même témoignage, une scène similaire se serait reproduite un peu plus tard. Cette fois, Tom l'aurait frappé à coups de pelle pour l'achever. Les corps du couple auraient ensuite été déposés sous une tente. Leslie aurait finalement été enterrée sur le terrain avec l'aide d'un complice supplémentaire venu du Havre, le fameux Steven Mathieu, surnommé le K. Et Kevin, lui, aurait été enseveli séparément à Puyraveau par Tom et Nathan. Concernant le destin d'Onyx, en fait, on n'en sait pas grand-chose puisque il n'y a rien de clair. On a des informations comme quoi il aurait été tué et enterré à côté d'une grange, comme quoi il aurait été relâché à 200 km de là en Dordogne, ou encore qu'ils auraient essayé de l'empoisonner et qu'il aurait embarqué en Dordogne. Enfin bref, on ne sait pas ce qu'est devenu Onyx encore à ce jour. Par contre, le scénario privilégié par les enquêteurs est le suivant, c'est celui d'un commando organisé avec préméditation. Plusieurs individus cagoulés et gantés auraient pénétré dans le domicile de Tom, donc la nuit du 25 novembre, frapper les victimes avec des marteaux ou des machettes, puis nettoyer la scène et enterrer les corps. Pour le mobile, ça reste encore très flou. On reste sur ce que je vous avais dit en 2023 déjà à l'époque. C'est un
un mobile un peu mélangé avec des dettes, la drogue, la jalousie, une sorte de triangle amoureux qui a mené malheureusement à cette prise de décision par ces hommes-là. Une reconstitution judiciaire a eu lieu du 2 au 4 octobre 2024 dans le village de Praek sur 2 nuits avec les suspects afin de tenter de déterminer qui a porté quel coup avec quelles armes. Mais bon, on reste toujours un petit peu dans le flou par rapport à ça. Là aussi c'est étrange parce que lors de l'instruction, il aurait été mis en évidence une trace ADN masculine apparemment non identifiée sur les sous-vêtements de la jeune femme, donc de Leslie, et il y a des études, il y a des analyses qui sont faites pour déterminer cet ADN. Il se peut que ce soit un ADN de transfert, donc ça se trouve que quelqu'un proche du dossier ait manipulé les pièces à conviction, donc un enquêteur ou peut-être un scientifique, mais il faut absolument savoir à qui appartient cet ADN pour ne laisser aucune piste de côté et que s'il y a un 6e homme impliqué dans ce dossier, qu'il soit condamné également. Le 3 septembre 2025, les 5 suspects ont été officiellement renvoyés devant la cour d'assises des Deux-Sèvres. Alors, ça voudrait dire que ça marque la fin de l'instruction. Et donc après, normalement, il y a la préparation au procès. Tom, pour assassinat et instigation à l'assassinat, Nathan et Michael pour assassinat, Enzo pour complicité d'assassinat, Steven pour modification de la scène de crime et recel de cadavres. Les peines encourues pour les 4 premiers sont la réclusion criminelle à perpétuité, tandis que le dernier, donc pour simple, je mets des guillemets, modification de la scène de crime et recel de cadavres, encourt plusieurs années, donc une peine moins lourde en raison des accusations moindres. Alors qu'on pourrait penser que tout ce beau monde est derrière les barreaux en attendant le procès qui devrait se tenir en 2026, eh ben il n'en est rien. On apprend, enfin c'est confirmé en tout cas en septembre 2025, que seules 2 des personnes que je viens de vous citer sont derrière les barreaux. Dedans, il y a évidemment Tom et Michael qui sont tous les 2 accusés d'assassinat. Et je vous avais dit qu'il y en avait un 3e accusé d'assassinat. Il s'agit de Nathan et lui, aujourd'hui, sachez-le, n'est plus derrière les barreaux. En effet, Nathan, pourtant mis en examen, comme je vous le disais, pour assassinat, est remis en liberté le 18 mars 2025 pour vice de procédure. Son avocate n'avait pas reçu sa convocation pour l'audience de prolongation de détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention. Bon, à côté, il reste quand même soumis à un contrôle judiciaire strict avec assignation en Charente-Maritime et obligation de pointage. Mais on se rappelle quand même que selon ce qui a été énoncé plus tôt, ce serait Nathan Badji qui, armé d'un couteau, aurait d'abord frappé Kevin Trompa donc à la tête à plusieurs reprises, pendant que Tom de l'autre côté maîtrisait Leslie. Sachez, bon aujourd'hui on peut dire les noms de famille puisque c'est de notoriété publique, donc je ne les cache plus comme j'ai pu le faire auparavant. D'ailleurs, je ne cache plus non plus leur visage, mais il faut quand même garder en tête qu'ils sont tous présumés innocents jusqu'à l'issue du procès qui arrive. Par contre, j'aimerais quand même mettre en lumière ici le fait que la justice française ait des lacunes certaines. C'est pas possible, avec les informations qu'on a, que sous prétexte d'un vice de procédure, le gars puisse être dehors, bon, même s'il est assigné à résidence et que c'est assez strict. Enfin, je veux dire, il est dehors. Alors, ok, apparemment, si je ne dis pas de bêtises, il se serait fait attaquer par d'autres co-détenus. Il aurait eu quelques jours d'ITT par la suite à cause de ça. Quand bien même, moi je pense à des dossiers tels que Cédric Jubilard ou même Guéric Joanneau qui, eux, ont été placés en détention, mis en examen. Par contre, après leurs nombreuses demandes, ne sont jamais ressortis de détention provisoire. Lui, il y a quand même des preuves matériel, de sa présence, de son implication, et il est dehors. Enfin, moi je trouve que c'est lunaire, tout simplement parce que l'avocate n'avait pas reçu et tout. Évidemment, elle va jouer là-dessus puisque c'est son boulot de défendre son client. Excusez-moi, je fais une parenthèse, mais je trouve ça dingue. Personnellement, moi je trouve que c'est un respect pour les personnes décédées et un respect pour les parents. Et je trouve que c'est très grave quand même, parce que on parle quand même d'un assassinat et avec des preuves matérielles. À la limite, j'aurais plus compris un Cédric Jubilard qui serait sorti s'il n'y avait pas de preuves formelles de son implication, juste un faisceau d'indices graves et concordants. Là, on est sur un autre dossier. Je fais attention à ce que je dis quand même, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Enfin bref, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ça me tend un petit
petit peu cette histoire. Apparemment, les différents suspects ont été amenés pour une confrontation devant un juge d'instruction le 27 septembre 2025 afin de raconter leur version des faits. Mais aujourd'hui, il reste quand même pas mal de zones d'ombre et normalement, le procès à venir en 2026 devrait éclaircir certains points, notamment le mobile exact du crime qui reste très flou. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on a commandité le double assassinat de Leslie et Kevin. En tout cas, rien de concret, de formel. Donc peut-être que en 2026, on en saura plus. Également, le rôle précis de chaque suspect. Qui a frappé, qui a pensé, qui a tué, qui a fait quoi dans cette histoire. Donc ça aussi, on devrait avoir plus d'informations très bientôt. Le sort du pauvre chien de Leslie Onyx, j'espère qu'on aura plus d'informations et que peut-être les personnes impliquées dans ce double assassinat parleront. Et aussi certains éléments de l'enquête qui restent assez flous, donc notamment l'ADN, l'arme du crime, le commando. C'est vrai qu'on a eu des petites informations par-ci par-là, mais rien de concret et d'officiel. Je pense que le procès durera peut-être 2 à 3 semaines, voire plus, vu le nombre de personnes mises en examen dans ce dossier, et que là, on aura plus d'informations précises et concrètes. Mais parallèlement à cette sordide histoire, sachez qu'il y a eu du côté des familles de Leslie et de Kevin des démêlés de certaines personnes avec la justice. Et je pense qu'il est important ici de vous en parler. Alors assez succinctement, on a, ce qui est pour moi un petit peu moins grave, le côté de la famille Trompa, donc Guy Trompa, qui lui va payer pour ses agissements lorsqu'il recherchait son fils et lorsqu'il avait eu des informations concernant les mises en examen. Ça commence déjà par une condamnation en juin 2023. Il avait été condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois avec sursis, pour avoir proféré des menaces via les réseaux sociaux. Et là, je vais citer à l'encontre des personnes mises en examen dans le dossier lié à la disparition de son fils, et d'avoir offert une somme d'argent à quiconque les tuerait, eux ou leurs proches. Et au total, il y a quand même 14 personnes qui avaient été visées, les 5 personnes soupçonnées dans l'affaire de la disparition du couple, ainsi que certains de leurs proches qui se sont portés partie civile. Donc bon, effectivement, on ne fait pas ça même si on est très en colère. Et donc le mardi 25 novembre 2025, il y a une autre plainte qui s'était mélangée à tout ça. Et celle-là, je la trouve un peu plus grave quand même. Il est à nouveau condamné, il a écopé de 6 mois de prison, parce qu'en effet, donc là c'est pour les mêmes chefs d'accusation, il avait menacé de mort quelqu'un, il avait appelé cette personne plusieurs fois parce qu'il était persuadé qu'il était à l'origine de l'enlèvement et de la séquestration de Leslie et Kevin. Ce sont des faits qui sont passés en décembre 2022, lorsqu'on ne connaissait pas encore le sort des 2 malheureux. Il était allé jusqu'à l'appeler plusieurs fois, il avait même commandité lui aussi un commando, donc 4 personnes s'étaient donné rendez-vous au domicile de cet homme, donc ce père de famille qui a été accusé à tort, qui avait dû déménager en express, et ils avaient été missionnés par Guy Trompa, ils étaient encagoulés et gantés. Donc effectivement, c'est très grave parce que ce sont des fausses accusations et que cette personne n'avait rien à voir. Sachez que cet homme, le commanditaire présumé de ce double assassinat, l'ami du couple, qui avait donné ces informations à Guy Trompa. Je vous avais dit qu'ils étaient en communication pendant que Guy était incarcéré à l'époque. C'est très grave, donc je pense qu'il s'en est rendu compte, et en effet, de toute façon, il ne purgera pas ses 6 mois de prison, Guy Trompa, parce qu'il bénéficie d'une confusion avec son autre peine de 2023. Par contre, ce qui est plus grave, c'est un autre niveau. Là, on est sur la grande-tante de Leslie, c'est Marie-Thérèse Garcia, qui modérait à l'époque le groupe de soutien de Leslie et Kevin sur Facebook. Sachez que cette dame, qu'on surnomme Madalton dans les médias, est accusée à son âge, donc à 78 ans, d'être impliquée dans le meurtre de Corinne Didio, sa belle-sœur, retrouvée démembrée en 1995 dans une malle qui flottait dans la Seine. Elle est en détention provisoire depuis 2023, ce qui fait d'elle la plus vieille détenue en France. Et je reviendrai très bientôt sur ce dossier, puisque j'ai eu contact, je vous le disais, avec des proches du dossier, et j'en ferai une vidéo, mais c'est quelque chose de dingue. J'ai eu accès à des informations assez folles et officielles, donc je vous en parlerai très bientôt, mais c'est une dinguerie ce dossier, et je suis choquée de ce que j'ai lu. Voilà,
c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi cette mise à jour. J'espère qu'elle vous aura appris de nouveaux éléments sur ce dossier. On suivra très certainement le procès ensemble et on fera une vidéo au moment opportun, donc après le procès qui se déroulera normalement s'il n'y a pas de report en 2026. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de disparition dont vous n'avez très certainement jamais entendu parler, avec l'association RPD pour laquelle je suis enquêtrice bénévole et avec la bénévole qui fait un travail exceptionnel sur ce dossier, évidemment en concomitance avec la famille. À très bientôt et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.